Il l'a traitée de fardeau et l'a publiquement chassée de la maison alors qu'elle était enceinte de jumeaux de 8 mois. Il ignorait une seule chose. Quelques jours plus tôt, sa mère secrètement trillionnaire était décédée, déclenchant un mécanisme d'héritage de 10 milliards de dollars. Ce qui s'est passé lors de la lecture du testament a fait trembler ses mains. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le matin s'installait lentement dans la maison, comme s'il hésitait à déranger l'air immobile qui régnait dans les pièces. Emma Hale était déjà réveillée depuis longtemps. À 8 mois de grossesse, le sommeil venait par fragments, courts et fragiles, et laissait derrière lui une fatigue sourde qui s'accrochait au corps. Elle se leva avec précaution, posant d'abord les pieds au sol, puis redressant son dos avec un effort discret, presque imperceptible, comme si elle s'excusait d'occuper de l'espace. Ses mains se posèrent instinctivement sur son ventre rond. Les jumeaux bougeaient doucement, rappelant par leurs mouvements que la vie continuait de grandir en elle, indépendante de tout le reste. La chambre des enfants était encore plongée dans une pénombre paisible. Emma y entra, comme on entre dans un sanctuaire. Tout y était simple, soigneusement ordonné, sans excès ni luxe. Les petits vêtements étaient pliés avec une minutie presque douloureuse, alignés dans les tiroirs comme pour prouver que tout était prêt, qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle prit une petite grenouillère entre ses doigts et resta immobile, le tissu léger suspendu dans ses mains. C'était dans ces moments-là qu'elle se permettait de respirer un peu plus profondément, comme si cette pièce était le seul endroit où elle avait le droit d'exister pleinement. Depuis des années, Emma avait appris à vivre ainsi, en douceur, sans bruit. Elle avait compris très tôt que sa présence était mieux acceptée lorsqu'elle ne dérangeait personne, lorsqu'elle s'adaptait aux besoins des autres, avant même de formuler les siens. Elle parlait peu, souriait quand il le fallait, choisissait ses mots avec une prudence presque excessive. Ce n'était pas de la peur, mais une habitude, une manière de se fondre dans le décor pour éviter les conflits, pour maintenir l'illusion d'une harmonie fragile. Son mari, Nathan Crawford, était déjà parti travailler. Elle l'avait entendu se préparer à la hâte, répondre à des messages sur son téléphone, claquer doucement la porte sans même entrer dans la chambre des enfants. Nathan vivait à un rythme qui n'était plus le sien depuis longtemps. Ambitieux, obsédé par son image et sa progression professionnelle, il mesurait le monde en opportunités et en résultats. Tout ce qui n'entrait pas dans cette logique devenait secondaire, presque invisible. Emma avait cessé d'attendre autre chose de lui que des phrases rapides et des regards distraits. Nathan travaillait sous la direction de Vivian Sterling, une femme dont le nom seul inspirait le respect et une certaine crainte dans les couloirs de l'entreprise. Vivian n'élevait jamais la voix. Elle n'en avait pas besoin. Son autorité s'exerçait dans le calme, dans la certitude absolue que les autres finiraient toujours par se plier à ses décisions. Elle savait reconnaître les failles et s'y engouffrer avec une précision redoutable. Nathan l'admirait, peut-être plus qu'il ne l'aurait admis, et cherchait constamment à mériter son approbation. La mère de Nathan, Diane Crawford, complétait ce tableau d'une pression constante. Femme dure, sûre de sa supériorité morale et sociale, elle n'avait jamais vraiment accepté Emma. À ses yeux, sa belle-fille n'était pas du bon niveau, pas assez brillante, pas assez visible, pas assez utile à l'ascension de son fils. Diane n'était pas ouvertement cruelle. Elle préférait les remarques apparemment anodines, les silences lourds de jugement, les regards qui disaient tout sans avoir besoin de mots. Emma avait appris à supporter tout cela sans se plaindre. Elle se répétait que l'amour demandait des compromis, que le mariage était une construction lente et parfois douloureuse. Elle se faisait petite pour laisser Nathan briller. Elle acceptait de passer au second plan, convaincue que sa patience finirait par être reconnue. Mais à force de se réduire, elle avait fini par disparaître presque entièrement aux yeux de ceux qui l'entouraient. Sa mère, Celeste Hale, avait toujours semblé appartenir à un autre monde. Aux yeux de tous, elle menait une vie modeste, presque effacée. Elle parlait peu de son passé, changeait souvent de lieu de résidence et évitait soigneusement toute discussion concernant l'argent. Elle avait élevé Emma avec une rigueur douce, lui apprenant la dignité, l'indépendance intérieure et surtout la discrétion. Ce que personne ne savait, c'est que derrière cette apparence se cachait une architecture financière d'une complexité vertigineuse. Des fonds, des structures juridiques imbriquées,
Des mécanismes de protection soigneusement élaborés formaient un empire invisible. Céleste était ce que certains, dans des cercles très restreints, appelaient une femme de l'ombre. Elle avait délibérément choisi de ne rien révéler à sa fille. Elle craignait que la connaissance du pouvoir ne déforme son regard sur le monde, qu'elle n'apprenne à se croire au-dessus des autres. Céleste voulait qu'Emma grandisse libre, sans le poids de l'argent ni la tentation de la domination. Le patrimoine qu'elle avait constitué était enfermé dans une structure de protection stricte, limitée volontairement à une somme précise, 10 milliards de dollars, afin qu'il soit transmis non comme un privilège, mais comme une responsabilité encadrée. Emma ignorait tout de cela. Pour elle, sa mère était simplement une femme prudente, un peu mystérieuse, mais aimante. Elle n'avait jamais cherché à en savoir plus. Sa vie lui semblait déjà suffisamment compliquée. Ce matin-là, alors qu'elle reposait la grenouillère dans le tiroir, son téléphone vibra doucement. Le numéro affiché n'était pas familier. Elle répondit sans se douter que ce simple geste allait fissurer le monde qu'elle connaissait. La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, mesurée. On lui annonçait que sa mère venait de décéder à la clinique des suites de complications soudaines. Les mots semblaient irréels, comme s'ils flottaient dans l'air sans parvenir à la toucher immédiatement. Emma resta figée, le téléphone contre son oreille, incapable de répondre. Son corps réagit avant son esprit. Une douleur sourde traversa son dos, son souffle se fit court et elle dut s'asseoir sur le bord du lit pour ne pas perdre l'équilibre. Les jumeaux s'agitèrent brusquement, comme s'ils avaient perçu le bouleversement. Elle posa une main sur son ventre, cherchant un ancrage, quelque chose de stable dans ce chaos soudain. Son premier réflexe fut d'appeler Nathan. Cela lui semblait naturel, presque évident. Un mari devait être là dans un moment pareil. Lorsqu'il répondit enfin, elle tenta de lui expliquer ce qui venait de se passer, mais sa voix se brisa avant même qu'elle ait terminé sa phrase. Nathan écouta en silence, puis soupira. Il lui dit qu'il était désolé, bien sûr, mais qu'il avait une réunion importante, un rapport à finaliser, et qu'il ne pouvait pas s'absenter. Sa réponse était pratique, froide, dénuée de toute chaleur. Emma sentit quelque chose se fissurer en elle. Ce n'était pas seulement l'absence de réconfort, mais la certitude que sa douleur n'avait pas sa place dans l'agenda de son mari. Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume étrange. Emma tentait de faire face à la perte de sa mère, tout en continuant à remplir son rôle d'épouse discrète. Nathan, de son côté, parlait déjà d'un événement corporatif à venir, un dîner important pour sa carrière. Il lui expliqua qu'elle devrait l'accompagner, qu'il était essentiel qu'elle soit présente, mais qu'elle devait rester en retrait, ne pas attirer l'attention. Il parlait comme s'il donnait des instructions professionnelles, non comme un homme s'adressant à sa femme enceinte et endeuillée. Le soir de l'événement arriva. Emma choisit une robe simple, confortable, adaptée à son état. En se regardant dans le miroir, elle eut l'impression de ne plus vraiment se reconnaître. Elle voyait une femme fatiguée, les traits tirés, mais encore capable de tenir droite. Elle inspira profondément avant de quitter la maison, comme si elle se préparait à un examen dont l'échec était déjà écrit. La salle était lumineuse, remplie de voix sûres d'elle et de rires contrôlés. Emma sentit immédiatement qu'elle n'y avait pas sa place. Viviane accueillit Nathan avec une familiarité troublante, posant une main légère sur son bras, échangeant avec lui un sourire complice. Lorsqu'elle posa les yeux sur Emma, son regard fut rapide, évaluateur, puis glissa ailleurs, comme si elle venait de vérifier une étiquette sans importance. Tout au long de la soirée, Emma fut mise à l'écart de manière subtile, mais systématique. On la laissait debout pendant que les autres prenaient place. On changeait de sujet dès qu'elle tentait de s'intégrer à une conversation. Des téléphones apparaissaient, capturant des instants de malaise, des silences trop longs. Emma se contentait de sourire, de hocher la tête, de faire semblant de ne rien remarquer. À l'intérieur pourtant, une certitude grandissait. Ce qu'elle vivait n'était pas le fruit du hasard. On la poussait doucement, méthodiquement, vers la sortie. Lorsque la soirée toucha à sa fin, Emma comprit que quelque chose avait définitivement changé. Elle rentra chez elle avec un sentiment de vide profond, incapable de mettre des mots sur ce qui l'attendait. Elle ne savait pas encore comment, ni quand, mais elle sentait désormais que sa place dans cette vie était en train de s'effacer. Et tandis qu'elle s'allongeait dans le silence de la nuit, une pensée inquiétante s'imposa à elle avec une clarté douloureuse.
On ne cherchait plus seulement à l'ignorer, on cherchait à la faire disparaître. Le lendemain matin se leva sans lumière véritable, comme si le ciel lui-même refusait de prendre parti. Emma se réveilla avec une sensation de lourdeur inhabituelle, non seulement dans son corps fatigué par la grossesse, mais aussi dans sa poitrine, là où s'accumulait depuis la veille une inquiétude sourde et persistante. Elle mit quelques secondes à se souvenir de la soirée, des regards, des silences, de cette impression glaçante d'avoir été effacée sans qu'aucun mot ne soit prononcé. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, elle comprit immédiatement que quelque chose avait basculé. La table était couverte de feuilles imprimées, disposées avec une précision presque clinique. Des graphiques, des chiffres, des paragraphes entiers, rédigés dans un langage froid et impersonnel. Tout était prêt, organisé, comme si l'on attendait son arrivée. La lumière crue du matin tombait sur le papier et accentuait le caractère irrévocable de la scène. Emma resta debout quelques instants, incapable d'avancer, observant ces documents comme on observe une preuve de condamnation avant même d'en connaître le verdict. Nathan était là, debout près du plan de travail, son téléphone à la main. Il faisait les 100 pas, visiblement tendu, sans toutefois la regarder. Viviane Sterling se tenait de l'autre côté de la table, parfaitement calme, presque à l'aise, comme si cette cuisine lui appartenait déjà. Diane Crawford était assise droite, les mains croisées devant elle, le regard fixé sur Emma avec une expression qui mêlait satisfaction, contenu et sévérité morale. Les mots commencèrent à tomber, lourds et tranchants. On parlait de risques financiers, de comportements instables, de transferts suspects depuis le compte commun. Les phrases étaient construites de manière à ne laisser aucune place au doute ni à la compassion. Emma reconnut immédiatement le style. Ce vocabulaire précis, ces tournures impersonnelles, cette manière de transformer une personne en problème à résoudre, tout cela venait du monde de Vivian. C'était un langage qu'Emma avait entendu 1000 fois sans jamais y être incluse. Cette fois, il était dirigé contre elle. Elle tenta de dire quelque chose, de poser une question, mais sa voix s'éteignit presque aussitôt. Chaque mot qu'elle envisageait semblait déjà anticipé, déjà disqualifié. Viviane ne levait pas la voix. Elle expliquait, démontrait, déroulait un raisonnement parfaitement huilé. Diane ponctuait parfois d'un commentaire sec, comme pour rappeler qu'elle avait toujours su que cette femme n'était pas digne de son fils. Nathan, quant à lui, continuait de marcher, nerveux, les yeux fuyants, comme si la simple présence d'Emma l'obligeait à affronter une réalité qu'il préférait éviter. Emma comprit alors que cette scène n'avait rien d'un échange. Il ne s'agissait pas de vérité, ni même de justice. Tout était déjà décidé. Les documents n'étaient pas là pour expliquer, mais pour légitimer une décision prise ailleurs, plus tôt, sans elle. Elle sentit un froid profond s'installer en elle. Non pas de peur, mais de lucidité. Parler ne servirait à rien. Se défendre ne ferait que renforcer l'image de l'épouse instable qu'on était en train de lui coller. Lorsque Nathan annonça que, pour le bien de tous, il fallait prendre des mesures immédiates, Emma baissa les yeux. Elle vit alors que son accès au compte commun avait été restreint. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Un message bref, sans signature, l'informait qu'elle ferait mieux de rester discrète. La menace était claire, même sans être formulée. On ne cherchait pas seulement à la quitter, on cherchait à la neutraliser. Elle monta dans la chambre, rassembla quelques affaires essentielles, agissant mécaniquement, comme si son corps prenait le relais de son esprit. Sur une étagère, elle aperçut un vieux téléphone, rangé là depuis des mois, celui de sa mère. Céleste lui avait un jour dit, presque distraitement, de toujours le garder chargé, au cas où. Emma n'y avait jamais vraiment prêté attention. À cet instant précis, sans savoir pourquoi, elle le prit et le glissa dans son sac. Ce geste instinctif fut la seule chose qui, ce matin-là, échappa au contrôle des autres. La véritable humiliation ne tarda pas. Elle se produisit là où tout avait commencé à se fissurer, devant des témoins. Un événement familial et professionnel avait été organisé, réunissant collègues, partenaires, connaissances. Une foule suffisante pour transformer un acte privé en spectacle. Nathan prit le micro, celui réservé habituellement au discours de célébration. Il parla d'une voix assurée, maîtrisée, comme s'il présentait un projet stratégique. Il annonça la fin de leur mariage. Il parla d'Emma comme d'un poids, d'un risque pour sa carrière,
d'une responsabilité qui freinait son ascension. Les mots résonnèrent dans la salle, suivis d'un silence épais. Personne ne protesta, personne ne s'interposa. Certains détournèrent le regard, d'autres sortirent discrètement leur téléphone. Emma sentit ses jambes faiblir. Elle tenta de s'avancer, de dire quelque chose, mais 2 agents de sécurité lui barrèrent le passage. Ce détail, cette anticipation, lui fit comprendre que rien de tout cela n'était improvisé. À l'extérieur, sur la pelouse, ses valises étaient déjà là, alignées, closes, comme si sa vie venait d'être emballée à la hâte. Viviane apparut alors, vêtue d'un peignoir qui appartenait à Emma. Cette image la frappa plus durement que les mots. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une substitution. Emma demanda simplement qu'on lui rende son sac médical, celui qui contenait les documents liés à sa grossesse. Nathan réagit avec agacement, comme si cette demande était une provocation. Il s'approcha trop brusquement, la saisit par le bras. Le geste dégénéra en un coup porté sous le regard de tous. Le monde sembla s'arrêter. Emma tomba à genoux, son esprit envahi par une seule pensée, celle de protéger les enfants qu'elle portait. Autour d'elle, le silence demeurait. Personne ne bougeait. Ce fut dans cet instant précis que quelque chose se rompit définitivement. Non pas seulement son mariage, mais la moindre illusion de sécurité. À quelques mètres de là, une voiture sombre était stationnée. À l'intérieur, un homme filmait calmement la scène. Ses gestes étaient précis, professionnels. Il ne cherchait pas le scandale. Il enregistrait des preuves. Emma fut finalement conduite hors de la propriété. Elle monta dans une voiture, tremblante, le corps douloureux, l'esprit saturé. Une fois à l'intérieur, elle sortit le vieux téléphone de sa mère et l'alluma. Plusieurs messages apparurent immédiatement. Des appels manqués, un message vocal, une voix posée, celle d'un avocat, lui expliquait qu'il tentait de la joindre depuis plusieurs jours. Des courriers avaient été envoyés au domicile familial et signés par une autre personne adulte. Emma ferma les yeux. La compréhension s'imposa avec une clarté terrible. On ne l'avait pas seulement trahi par infidélité ou ambition. On avait délibérément cherché à l'écarter de quelque chose dont elle ignorait encore l'existence. Et tandis que la voiture s'éloignait, la laissant seule avec sa douleur et ses enfants à naître, une certitude nouvelle prenait forme. Ce qui venait de se produire n'était que le début. Derrière cette humiliation publique se cachait un plan plus vaste, plus froid, et la vérité, longtemps étouffée, commençait déjà à chercher un chemin pour émerger. La voiture avançait lentement dans la circulation, mais pour Emma, le monde extérieur semblait déjà lointain, presque irréel. Chaque vibration du moteur résonnait dans son corps meurtri, chaque respiration lui demandait un effort conscient. Ses mains tremblaient encore, posées sur son ventre, comme pour s'assurer que les jumeaux étaient toujours là, que malgré tout, la vie continuait. La douleur physique se mêlait à une autre, plus profonde, plus sourde, celle de l'humiliation publique et de la trahison totale. Pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, quelque chose de nouveau apparaissait, une lucidité froide, presque détachée, qui l'empêchait de sombrer. Elle sortit le vieux téléphone de sa mère de son sac. L'objet semblait anodin, dépassé, mais il avait soudain le poids d'un héritage invisible. Lorsqu'elle l'alluma, l'écran s'illumina immédiatement de notifications. Des appels manqués, plusieurs messages vocaux, des tentatives répétées de contact. Emma sentit son cœur se serrer. Elle ouvrit le premier message. Une voix calme, professionnelle, se présenta comme celle d'un avocat chargé de régler la succession de Celeste Hale. Il expliquait avoir envoyé plusieurs courriers importants au domicile familial et n'avoir jamais reçu de réponse directe de la principale concernée. Il demandait à Emma de le rappeler d'urgence. Elle écouta le message jusqu'au bout, puis resta un moment immobile, le téléphone contre son oreille, sans même s'apercevoir qu'il n'y avait plus rien à entendre. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les documents sur la table de la cuisine, la restriction de ses comptes, les menaces, la brutalité soudaine de Nathan, tout prenait une autre dimension. Ce n'était pas seulement une histoire d'ambition ou d'adultère. Quelque chose d'autre, de beaucoup plus vaste, se jouait en coulisses. Pendant ce temps, dans la maison qu'Emma venait de quitter, un autre courrier arrivait. Un épais enveloppe officielle, portant des mentions juridiques claires, fut remise en main propre. Viviane Sterling la reçut elle-même. Elle signa sans hésiter, referma la porte et ouvrit l'enveloppe avec un calme trompeur.
À mesure qu'elle parcourait les premières lignes, son expression changea imperceptiblement. Les mots étaient précis, formels, et pourtant leur portée était immense. Le nom d'Emma apparaissait comme bénéficiaire principal d'une structure patrimoniale d'une ampleur qu'on ne pouvait ignorer. Les références à des fonds protégés, à des mécanismes juridiques complexes, suffisaient à alerter immédiatement quelqu'un comme Viviane. Elle comprit en quelques secondes ce que cela signifiait. Le scénario qu'elle avait patiemment construit reposait sur une idée simple, presque méprisante, celle d'une femme insignifiante, facile à éliminer sans conséquence. Ce courrier détruisait cette certitude. Sans appeler personne, sans montrer la moindre hésitation, Viviane se dirigea vers la cheminée. Elle plia soigneusement les documents et les jeta dans le feu encore chaud. Les flammes dévorèrent le papier, réduisant en cendres ce qu'elle croyait être la preuve définitive. Lorsqu'elle revint vers Nathan, elle lui parla de formalités sans importance, de condoléances administratives, de papiers inutiles. Nathan, épuisé et soulagé de ne pas avoir à réfléchir davantage, accepta cette version sans poser de questions. Emma, elle, ne chercha pas refuge auprès d'amis ni de connaissances. Elle n'avait ni l'énergie ni le désir d'expliquer ce qu'elle venait de vivre. Elle suivit une autre direction, celle que sa mère avait évoquée une seule fois, des années plus tôt, comme une possibilité lointaine, un recours ultime. L'adresse était restée gravée dans sa mémoire sans qu'elle sache pourquoi. Ce lieu représentait désormais la seule option qui lui semblait rationnelle. Lorsqu'elle arriva, elle fut accueillie par une femme d'une cinquantaine d'années, au regard attentif et à la posture assurée. Claire Morgan ne sembla ni surprise ni émue par l'état d'Emma. Elle l'invita à s'asseoir, lui offrit de l'eau, puis appela immédiatement un médecin. Les gestes étaient précis, efficaces, dénués de toute dramatisation inutile. Emma comprit alors que cette rencontre n'était pas un hasard. Sa mère avait prévu cette éventualité. Claire écouta le récit d'Emma sans l'interrompre. Elle prit des notes, posa quelques questions ciblées, puis expliqua calmement la situation. Elle parla de protection, de procédure, de sécurité immédiate pour une femme enceinte, dans un contexte de violence avérée. Elle insista sur l'importance de documenter chaque détail, chaque menace, chaque blessure. Emma signa les premiers documents sans hésiter. Elle ne ressentait ni colère ni désir de vengeance. Ce qu'elle voulait, c'était reprendre le contrôle, établir des limites claires, protéger ses enfants. Un homme arriva un peu plus tard. Il se présenta comme Miles Rivers, détective privé. Il posa sur la table une série de photographies et de vidéos. On y voyait Viviane recevoir le courrier, signer les accusés de réception, puis se tenir devant la cheminée. Les images étaient net, accompagnées de métadonnées et d'horodatage précis. Miles expliqua qu'il agissait selon des instructions laissées par Celeste Hale. Emma sentit un frisson la parcourir. Sa mère avait anticipé jusqu'à ce point. Elle avait prévu que la vérité pourrait être interceptée, manipulée, détruite. La dernière personne à rejoindre cette réunion fut Nora Blake, analyste financière judiciaire. Elle parla d'un ton posé, presque pédagogique, en expliquant comment les prétendus audits présentés contre Emma avaient été fabriqués. Les modèles utilisés correspondaient exactement à ceux employés dans le département de Viviane. Les dates de création, les signatures numériques, les flux financiers révélaient une manipulation évidente. Les transferts suspectés provenaient en réalité de structures liées indirectement à Viviane. Ce qui avait été présenté comme un problème émotionnel ou familial devenait une affaire de fraude clairement documentée. Claire établit alors une stratégie précise. Elle évoqua des mesures de protection immédiate, des restrictions de contact, la sécurisation des données liées à la succession et surtout la mise en place d'un cadre juridique strict pour les enfants à naître. Emma écoutait attentivement. Elle sentait quelque chose changer en elle. Ce n'était pas de la dureté, mais une forme de solidité nouvelle. Elle comprenait enfin que l'amour et la patience n'étaient pas toujours des garanties de sécurité. Parfois, seule une structure solide permettait de survivre. Lorsque la réunion prit fin, Emma se retrouva seule un instant dans la pièce. Elle posa une main sur son ventre et ferma les yeux. Elle ne se demandait plus si Nathan comprendrait un jour ce qu'il avait fait. Cette question n'avait plus d'importance. Ce qui comptait désormais, c'était ce qui allait se passer ensuite. La vérité, longtemps maintenue dans l'ombre, était prête à apparaître au grand jour. Et pour la première fois depuis longtemps, Emma ne se sentait plus invisible.
Le jour de la lecture du testament arriva sans fracas, presque banal en apparence. Le ciel était clair, l'air étonnamment calme, comme si le monde refusait de refléter l'ampleur de ce qui allait se jouer derrière des portes closes. Nathan Crawford se présenta au rendez-vous avec une assurance soigneusement entretenue. Il avait choisi un costume impeccable, celui qu'il réservait au moment où il devait inspirer confiance et autorité. Dans son esprit, cette réunion n'était qu'une formalité. La mère d'Emma avait toujours semblé insignifiante, presque effacée, et il n'imaginait pas une seule seconde que cette femme discrète puisse avoir laissé derrière elle autre chose que quelques papiers administratifs et des souvenirs sans valeur. À ses côtés marchait Vivian Sterling. Ils s'étaient mariés rapidement, presque en silence, profitant du chaos dans lequel Emma avait été plongée. Vivian avançait avec cette maîtrise froide qui la caractérisait. Elle savait que ce lieu n'était pas une scène comme les autres. Elle observait chaque détail, chaque visage, évaluant les risques, calculant déjà les issues possibles. Elle se tenait suffisamment proche de Nathan pour afficher leur union, mais assez distante pour pouvoir, si nécessaire, se désolidariser sans effort. La salle dans laquelle ils entrèrent n'avait rien d'imposant. Elle était sobre, fonctionnelle, conçue pour le travail et non pour la mise en scène. Autour de la grande table se trouvaient des avocats, des représentants de fonds, des témoins officiels. Aucun regard curieux, aucune expression de jugement. Ici, les émotions n'avaient pas leur place. Seuls comptaient les documents, les signatures, les mots inscrits au noir sur blanc. Cette atmosphère déstabilisa Nathan plus qu'il ne l'aurait admis. Il s'attendait à un décor plus théâtral, à une occasion de reprendre l'ascendant. Au lieu de cela, il se retrouvait face à des professionnels indifférents à son statut et à son assurance. Gregory Feldman, l'avocat principal, prit la parole. Sa voix était posée, régulière, presque monotone. Il commença par présenter la structure générale de la succession de Celeste Hale. Il parla de fonds, de parts, de mécanismes de protection juridique soigneusement élaborés. Nathan écoutait d'abord distraitement, puis de plus en plus attentivement. Les termes employés, les montants évoqués, la complexité des structures décrites dépassaient de loin ce qu'il avait imaginé. Peu à peu, une tension imperceptible s'installa dans son corps. Quelque chose n'allait pas. Lorsque la phrase clé fut prononcée, le temps sembla se suspendre. Gregory Feldman annonça, sans emphase, que l'unique héritière du patrimoine personnel de Celeste Hale, ainsi que la bénéficiaire principale d'un fonds protégé d'un montant de 10 milliards de dollars, était Emma Hale. Les mots résonnèrent dans la salle avec une clarté implacable. Nathan sentit ses mains se mettre à trembler. Ce n'était pas un effet de surprise théâtrale, mais une réaction physique incontrôlable. Son sourire se figea, puis se brisa. Il tenta de se redresser, de reprendre contenance, mais son corps le trahissait. Dans son esprit, les images affluèrent sans ordre. La pelouse devant la maison, les valises alignées, le micro dans sa main, le mot au but qu'il avait prononcé sans hésiter, ce coup porté sous les regards muets, le peignoir sur les épaules de Viviane. Tout ce qu'il avait fait dans un sentiment de supériorité lui revenait maintenant comme une succession de preuves irréfutables. Il comprenait, trop tard, ce qu'ils avaient essayé de lui enlever. Gregory Feldman poursuivit. Il expliqua que plusieurs courriers officiels avaient été envoyés à l'adresse familiale et signés par une personne autre que la bénéficiaire désignée. Il évoqua la destruction de documents, les preuves vidéo, la chaîne de conservation irréprochable. Sur un écran, des images apparurent. On y voyait un coursier remettre une enveloppe, une signature apposée, puis une cheminée, des flammes, des feuilles qui se consumaient. Viviane pâlit légèrement. Ses yeux se fixèrent sur l'écran, puis se détournèrent. Elle évaluait déjà les dégâts, cherchant mentalement une ligne de fuite. Nathan tourna la tête vers elle, cherchant instinctivement un soutien, une explication. Il ne trouva qu'un regard froid, distant, celui d'une femme qui calculait ce qu'il restait à sauver. Emma se leva alors. Elle était entrée discrètement, accompagnée de Claire Morgan, et s'était assise sans attirer l'attention. Lorsqu'elle prit la parole, la salle entière sembla se concentrer sur elle. Sa voix était calme, posée, dénuée de toute trace de colère. Elle ne chercha pas à se justifier, ni à raconter en détail ce qu'elle avait subi. Elle se contenta de poser les faits. Elle expliqua qu'on avait tenté de la réduire au silence, de la priver d'informations essentielles.
de la faire passer pour instable afin de justifier son exclusion. Elle précisa qu'elle ne demandait ni vengeance ni réparation morale. Ce qu'elle exigeait, c'était une protection légale pour elle et pour ses enfants. Ces mots eurent un poids considérable précisément parce qu'ils n'étaient pas portés par l'émotion. Dans cette salle où seule la preuve comptait, son calme était une force. Gregory Feldman hocha légèrement la tête, comme pour confirmer que la demande était fondée et recevable. À partir de cet instant, les conséquences s'enchaînèrent avec une logique implacable. Une enquête interne fut immédiatement ouverte au sein de l'entreprise de Nathan, impliquant des soupçons de falsification de documents, d'abus de pouvoir et de manipulation financière. Viviane dut rendre ses accès, quitter ses fonctions sous couvert de raisons personnelles, mais les preuves ne disparurent pas avec son départ. Nathan, lui, perdit son poste. Des restrictions de contact furent mises en place, définissant strictement les conditions dans lesquelles il pourrait, un jour, interagir avec ses enfants. Sa mère, Diane, assista impuissante à cet effondrement, découvrant que ni l'influence ni la pression morale n'avaient de valeur face à un dossier solidement constitué. Pour Nathan, la perte la plus douloureuse ne fut pas financière. Il ne toucherait jamais cet argent qu'il avait inconsciemment convoité. Le véritable châtiment était ailleurs. Il comprenait désormais qu'Emma, celle qu'il avait considérée comme un simple arrière-plan de sa vie, était devenue inaccessible. Elle n'était plus une personne à convaincre ou à faire taire. Elle était une frontière qu'il avait franchie et qu'il ne pourrait plus jamais retraverser. Quelques semaines plus tard, Emma donna naissance aux jumeaux dans une chambre paisible, loin des caméras et des regards indiscrets. Il n'y eut ni discours, ni témoins inutiles. Seulement le silence, la respiration des nouveau-nés et cette sensation nouvelle d'être enfin en sécurité. Claire Morgan lui confirma que tout était désormais verrouillé juridiquement. Le patrimoine était protégé, les tentatives de pression neutralisées, les enfants couverts par des dispositions claires et irrévocables. Les médias évoquèrent brièvement l'affaire, parlant d'une ancienne dirigeante impliquée dans des pratiques douteuses, d'un scandale interne à une grande entreprise. Emma ne devint jamais le visage public de cette histoire. Lorsqu'elle accepta de répondre à quelques journalistes, ce fut pour dire une chose simple. Tout ce qui devait être dit se trouvait dans les documents officiels. Son rôle, désormais, était de protéger ses enfants et de vivre. Nathan, de son côté, resta seul avec une vérité qu'aucun tribunal ne pouvait annuler. Il avait détruit sa famille pour un statut et s'était retrouvé sans statut, sans famille, sans excuse valable. Il comprit alors que la punition la plus sévère n'était ni la pauvreté, ni la honte publique. C'était la certitude d'avoir jeté ce qu'il avait de plus précieux sans jamais en avoir mesuré la valeur. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite et nos nouvelles enquêtes. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. C'est important pour nous. Partagez cette vidéo avec ceux à qui cette histoire pourrait parler.